Suite de votre édition spéciale manifestation du 19 juin. Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Merci de rester toujours fidèles au programme d'Africable Télévision. Dernier plateau de la journée de l'édition spéciale thème manifestation du 19 juin. Les lignes ont-elles bougé avec M. Abdrahman Diarra, président du mouvement des jeunes du parti URD. M. Diarra, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Robert et merci. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci. Nous sommes également avec le docteur Ali Kola Koita, professeur de droit privé, enseignant, chercheur. Docteur Koita, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Dissa. Merci de votre invitation. Merci surtout à vous de l'avoir accepté. Merci. Nous sommes également en compagnie de M. Abdelkader Maïga, président de la coalition contre la partition du Mali, IGDA Malité Tla. M. Maïga, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir. Merci. Et enfin, mesdames, messieurs, notre quatrième invité est M. Mahamadou Diouara, sociologue. Monsieur Diouara, bonsoir et bienvenue. Bonsoir et merci à vous. Merci surtout à vous de l'avoir accepté. Merci beaucoup. Monsieur Diarra, après deux sorties grandeur nature du M5, alors nous aimerions savoir qu'est-ce qui a changé depuis. Merci beaucoup pour cette question. Je voudrais d'abord commencer mon propos par une salutation à l'endroit de l'ensemble de vos collaborateurs et de vos téléspectateurs. Merci. Vous savez, je dirais que beaucoup de choses ont changé à travers les sorties du 5 et celles d'aujourd'hui. Avant le 5, la situation était très crispée. Les enseignants étaient à la maison depuis des mois, chose qui a duré depuis l'année dernière. Il a fallu la sortie du 5 juin pour que les autorités se mettent en mouvement, que le président de la République multiplie les rencontres et qu'il aille jusqu'à faire des concessions en s'engageant le lundi dernier à mettre en œuvre l'application de l'article 39 qui demandait les enseignants. Aujourd'hui, la mobilisation était le premier défi, après celle du 5 juin. Et nous avons pu constater qu'il y avait beaucoup plus de monde aujourd'hui que le 5. Ça veut dire que l'engagement est resté intact. Et ce qui est extraordinaire à retenir aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé durant la rencontre, le meeting d'aujourd'hui. Les deux premières déclarations, celle de Cheikh Oumar Sissoko de EMK et de Kaoudim de la CEMAS, ont dans leurs propos demandé aux manifestants, juste après le meeting, d'aller à Koulouba. L'imam Diko, à la suite de ces deux, a demandé le contraire. Il a plutôt demandé à ce qu'une délégation réduite aille représenter la manifestation et que les autres restent sur place et attendent le retour. Ils sont revenus avec le message qu'ils n'ont pas eu accès à Koulouba. Contrairement à ce que beaucoup pensaient, l'imam a demandé aux gens de rentrer pour des raisons qu'il a évoquées et qu'on aura le temps de détailler ici. Et quelles sont ces raisons? Ces raisons, tout simplement, c'est que nous sommes des Maliens, c'est que nous aimons notre pays, c'est que nous voulons le construire et non le casser. Ça, c'est un message très fort pour l'opinion nationale et internationale à ce stade d'une telle crise sociopolitique que nous connaissons depuis quelques semaines. Et vous-même, vous êtes quand même un habitué du fait de porter la parole des personnages illustres, d'une grande personnalité malienne, M. Soumaïla Cissé. Vous avez été plusieurs fois alors, au service de la communication de votre parti lors des échéances électorales et tout. Vous, avec votre expérience en la matière, comment comprenez-vous toujours ces grands déphasages entre le porte-parole de l'imam Diko et l'imam Diko lui-même, dans les tons et même dans le message finalement, parce que ça fait plusieurs fois quand même. Je ne considère pas ça, Robert, comme un déphasage. Vous savez, dans un travail d'équipe, chacun pense avec sa tête, chacun pense avec sa façon de voir. Et c'est ce que vous qualifiez en fait de déphasage. Mais moi je pense plutôt, quand plusieurs personnes prennent la parole devant une foule, quitte à la foule d'apprécier le message qui lui est porté. Voilà. Donc je ne pense pas que ce soit vraiment un déphasage. Cheikh Oumar, dans sa déclaration, a été très précis. Kaoudim, dans sa déclaration, a été très précis. L'imam aussi a été précis, il a donné les raisons. Et ces raisons
qui ont suivi les 2 premières déclarations ont été acceptées par l'assistance. C'est ce qui a retenu de cette affaire. Et ce que beaucoup de Maliens aussi veulent comprendre, alors comment vous-même comprenez le fait de demander la démission du président de la République sans rien proposer au peuple malien en contrepartie? Bon, je ne sais pas ce que vous appelez sans rien demander. Mais, voilà, mais il faut quand même tenir compte du fait que la crise que nous connaissons aujourd'hui n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis 2013, par exemple, l'avènement du régime IBK, l'honorable Soumaïla Cissé, le président de l'URD et l'URD, nous avons inscrit notre action dans l'opposition. On a fait plusieurs sorties. On a fait des critiques, on a fait des propositions, mais les griefs toujours portés à la gestion du pays demeurent les mêmes. Maintenant, quand des critiques viennent des politiques, il y a plusieurs interprétations que les gens font, parfois à tort ou à raison. Mais des politiques, c'est devenu des préoccupations populaires aujourd'hui. Donc, si on arrive à ce niveau, le 5 avril, il y a eu une manifestation, mais cette manifestation est organisée uniquement par la CEMAS, l'imam Diko, si vous voulez, le 5 avril 2019. Maintenant, le 5 juin, en plus de la CEMAS, il y a eu des organisations telles que le FSD qui regroupent des partis politiques, des associations et d'autres organisations de la société civile. Il y a eu l'EMK qui est aussi un regroupement qui regroupe des personnalités, des organisations diverses. Si vous regardez la nature de ce mouvement, c'est des analyses qui se font. Au départ, quand il y a eu les premières déclarations, avant que le mouvement ne s'appelle même M5, nous avons entendu beaucoup de commentaires. Ça n'ira pas loin, c'est des chercheurs de poste. Bref, il y a eu beaucoup de commentaires négatifs. Mais ces sorties ont permis de montrer à l'opinion que ce n'est vraiment pas dirigé contre un individu, mais c'est plutôt pour apporter des solutions à des problèmes qui sont en train de perdurer. Alors, demander la démission, je pense que nous sommes dans un état de droit. Le Mali est un état de droit. Ce qui fait du Mali un état de droit, c'est que nous avons une constitution, nous avons des institutions. Et cette constitution permet au peuple de formuler une telle demande. Maintenant, ce qui pourrait changer la donne, normalement, la demande ne devrait pas être la même avant le 5 juin et aujourd'hui. Et cela, je l'impute aux autorités. Parce qu'il y a eu un problème de timing. Il a fallu qu'après le 5 juin, qu'une deuxième sortie soit planifiée pour que le président de la République multiplie les rencontres et émette un souhait de rencontrer le M5. Donc pour moi, la démission demandée, c'est constitutionnel, c'est normal. D'accord, merci Monsieur Diarra. Docteur Koïta, beaucoup de Maliens sont restés dubitatifs quant au fait de suivre ou non le M5 pour la simple raison que pour eux, le M5, même s'il est dans ce droit constitutionnel de demander la démission du président, mais pour eux, le M5 aurait fait mieux aussi de proposer aux Maliens alors ce qui en adviendra du Mali une fois que le président n'est pas là. Qu'en pensez-vous? Tout à fait, M. Dissa. Permettez-moi d'abord de remercier Africa Télévision de m'avoir donné cette occasion de pouvoir discuter naturellement des questions intéressantes à la vie de la nation. Merci. Et dire bonsoir également aux autres invités. Et pour un peu rebondir sur les propos de M. Diarra, et en posant la question de savoir est-ce que les lignes ont bougé. Donc, force est de constater qu'effectivement, il faut partir d'un certain nombre de constats pour dire que les lignes ont bougé. Il s'agit d'abord de savoir, après la sortie du 5 juin, le mutisme du président de la République pendant un certain temps, qui avait suscité, bien entendu, un certain nombre de questions. Les lignes ont bougé parce qu'en 48 heures, le président de la République a fait 2 apparitions, ce qui n'est pas pour rien. Les lignes ont bougé parce que la communauté internationale se mobilise à travers, bien entendu, l'aménagement, la CEDEAO. Donc, il y a un mouvement sur le plan international. Les lignes ont bougé, la présence, bien entendu, d'une délégation de la CEDEAO qui séjourne au Mali depuis un certain temps. Les lignes ont bougé parce que l'inquiétude de l'ensemble des Maliens qui étaient sur ce qu'on appelle l'article 39, le fameux article 39, pendant des mois et des mois, les enfants ne vont pas à l'école. Et la sortie du 5 juin a permis naturellement de trouver une issue favorable à cela. Donc c'est pour cette raison que nous pouvons d'ores et déjà dire que beaucoup... Vous pouvez suivre souvent aussi les images, oui, tout en parlant. Donc il n'y a pas de problème. Donc les lignes ont bougé. Les lignes ont bougé, ce qui nous a aussi permis de dire qu'il y a eu des consultations dans l'informel. Parce que ça nous a permis de savoir
que l'ancien président, le général Moussa Traoré, qui était naturellement considéré par beaucoup comme bien entendu un dictateur, mais qui intervient naturellement en républicain et en sauveur. Donc aujourd'hui, le président de la République a fait une proposition et a fait ce qu'on appelle une main tendue. Donc je pense réellement que cette proposition dénote naturellement d'une autre situation qui prouve que nous sommes en crise. Parce qu'en temps normal, dans les conditions normales de température et de pression, normalement, le parti qui a gagné les élections, la majorité présidentielle, propose bien entendu un Premier ministre, et à l'issue bien entendu de cette proposition, il y a ce qu'on appelle le gouvernement est issu naturellement de cette majorité présidentielle. Mais aujourd'hui, nous constatons que le président de la République a fait la proposition, naturellement bien entendu, d'un gouvernement d'union nationale, ce qui prouve à suffisance, naturellement, en République du Mali, qu'il y a une crise. Donc, s'il y a une crise, ça nous permet de dire que les lignes ont réellement bougé. Pour revenir un peu à votre question de savoir que le M5 n'a pas naturellement répondu favorablement à la main tendue du président de la République, si on suit les actualités, nous avons certainement écouté l'imam Diko lors de sa conférence de presse avant-hier, qui disait que si on tend la main naturellement à un peuple, parce que certainement on pense que ce peuple-là est loin. Donc il estime que cette main tendue ne devait pas avoir lieu. Donc chacun peut avoir bien entendu ce qu'on appelle sa perception. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut aujourd'hui constater, c'est que tout le monde est unanime, que ce soit de la majorité, de l'opposition, le Malien lambda, tout le monde est unanime, bien entendu, qu'il y a des problèmes. Tout le monde est unanime, bien entendu, qu'il y a ce qu'on appelle des malaises. Mais on se rend compte d'une évidence, parce que le Mali a accédé à la démocratie en 1992, mais on se rend compte effectivement aujourd'hui qu'il y a ce qu'on appelle au sein du RFP la classe politique, au sein du RFP des associations, mais chapeautées ou dirigées bien entendu par ce qu'on appelle l'imam Diko. Donc ce qui doit aujourd'hui nous interpeller, est-ce que cette coalition ne dénote pas quelque part bien entendu de l'échec naturellement bien entendu de la classe politique? Donc c'est un grand point d'interrogation que nous devons aujourd'hui en tant que Maliens naturellement se poser, parce que tout le monde est unanime qu'il y a des problèmes. Ces problèmes ont pour nom l'insécurité généralisée, ces problèmes ont pour nom bien entendu la crise au centre, parce que le Mali avait naturellement une richesse qu'on ne retrouvait nulle part dans le monde entier. Il s'agit bien entendu du cousinage entre Peul et Dogon, qui aujourd'hui est en train de s'effriter. Le bon vivre ensemble. Le bon vivre ensemble qui est en train de s'effriter. Donc à partir de là, il y a ce qu'on appelle cette insécurité qui se transporte naturellement du nord au centre, mais au-delà, bien entendu, la crise scolaire, au-delà, bien entendu, les coupures d'électricité, au-delà, bien entendu, la coupure d'eau. Aujourd'hui, l'électricité et l'eau ne doivent pas être, bien entendu, un luxe. Et que pensez-vous alors du fait que certains refusent en tout cas de suivre le M5 pour la simple raison que, même s'ils seraient peut-être d'accord avec la démission du président, mais le fait que le M5 n'a rien proposé non plus au peuple, pour eux, c'est déjà suffisant pour ne pas suivre le M5. Nous sommes en démocratie et je pense que peut-être c'est une stratégie naturellement pour le M5 de ne rien proposer pour le moment, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ont eu peur, pensant aujourd'hui, bien entendu, qu'on allait mettre Bamako à feu et à sang. Mais le constat est qu'aujourd'hui, nous sommes dans le studio d'Africa Télévision, on est en train de discuter d'un débat. Donc, ce qui prouve naturellement, et en direct, ce qui prouve d'une certaine maturité et certainement peut-être d'une certaine stratégie, bien entendu, du M5. Donc, nous sommes en démocratie, cette démocratie qui signifie qu'on a la liberté, naturellement, d'adhérer à un mouvement ou de ne pas adhérer, bien entendu, à un mouvement. Mais je pense aujourd'hui que tout le monde est unanime qu'il y a des malaises, que ce soit de la majorité, que ce soit de l'opposition du Malien lambda. Mais on parle également d'un constat. Ce constat est que vous avez posé la question de savoir que les M5 demandent aujourd'hui, bien entendu, la démission. Donc on sait que le M5 a une revendication principale. Cette revendication principale, c'est la démission du président de la République. Mais moi, je pense qu'au lieu de poser cette question, le M5 demande la démission du président de la République, je vais commencer par poser la question, comment en est-on arrivé là? Pourquoi le M5 a demandé? M. Diarra a un peu effrité la question. Tous les Maliens sont unanimes à partir des élections générales de 2018. Il y a eu bien entendu un malaise qui peut-être n'a pas été compris
par une frange, une majorité de la population malienne. Donc, à la suite de ces élections générales, il y a eu, bien entendu, ce qu'on appelle une contestation de la part, bien entendu, de l'opposition, plus précisément de l'honorable Soumaïla Cissé. Donc, à partir, bien entendu, de ce moment, il fallait naturellement poser un diagnostic. Parce que non seulement ces élections ont été organisées dans un contexte extrêmement difficile, sécuritaire, mais également sur 8 millions, bien entendu, de Maliens. Il y a à peu près 2 millions, bien entendu, de Maliens qui ont élu le président de la République. Donc, un problème de légitimité se pose à partir de là. Donc, après ce problème-là également, on s'est rendu compte qu'il y avait des difficultés. Ce qui nous a amené à faire un dialogue national inclusif. Ce dialogue national inclusif, naturellement, a sorti des recommandations. L'engagement a été pris, bien entendu, par le président de la République de respecter, bien entendu, ce qu'on appelle ces recommandations. Et ce dialogue national inclusif avait naturellement posé ce qu'on appelle des préalables. Ces préalables étaient naturellement le retour de l'administration. Ces préalables étaient, bien entendu, la relecture de l'accord. Ces préalables étaient, bien entendu, d'organiser ce qu'on appelle les élections législatives. Donc, à partir de là, on peut naturellement dire est-ce que le gouvernement n'avait pas son propre agenda? Parce que non seulement les conditions n'étaient pas réunies, parce qu'il n'y a pas eu de retour de sécurité effective sur l'ensemble du territoire malien, mais en dépit de cela, on a organisé des élections qui ont donné ce qu'on sait aujourd'hui et qui est l'une des raisons, bien entendu, de la crise du mouvement du 5 2020. D'accord, merci docteur Koïta. Monsieur Maïga, alors que ce soit avec monsieur Diarra, que ce soit avec monsieur Koïta, je n'ai pas l'impression d'avoir eu la réponse à une question que je pose, c'est-à-dire comment demander, alors, bon, pas demander, mais pour beaucoup de Maliens, il est difficile de suivre le M5 pour la simple raison qu'ils auraient souhaité que le M5 quand même fasse des propositions dès l'instant, par exemple, où il n'y a plus le président Ibeka. Merci, monsieur Dissa. Permettez-moi quand même de remercier les Maliens de l'intérieur comme de la diaspora qui ont vraiment montré leur attachement à la patrie et leur patriotisme. Remercier tous les mouvements qui composent le M5 RFP parce que nous faisons partie du M5 RFP. Et ceci dit, je vais juste clarifier un peu, parce que dans les propos de M. Diarra, j'ai compris que l'historique de ce mouvement échappe à beaucoup de gens. Je vais clarifier. Le 14 mai, EMK Espoir Malikoura est sorti pour faire son lancement. Et dans son lancement, il était déjà question d'une 4e république. Il était question d'un sursaut national. Donc, on sait déjà, quand on parle de 4e République, ce que ça veut dire en ce moment. C'est après ce lancement qu'on a été approché par la CEMAS, qui nous a demandé de mutualiser nos efforts. Ça a été la même chose pour le FSD, qui est venu nous voir, qui est venu voir EMK pour qu'on mutualise nos efforts. Et c'est là où on s'est mis d'accord. Est-ce que ce que nous avons déclaré, ça vous convient? Ils disent effectivement que ça les convient. Donc si ça les convient, là on va faire une conférence commune. C'est comme ça que le 30 mai, il y a eu la déclaration commune des 3 organisations. CEMAS, FSD et Espoir Malikoura. Donc c'est Espoir Malikoura qui a enclenché tout le processus. Donc quand les gens pensent que réellement EMK est lié d'une manière ou d'autre, ou dominé d'une manière ou une autre par un quelconque mouvement ou bien quelqu'un d'autre, c'est mal comprendre le fonctionnement de la chose. Pourquoi je reviens sur tout ça? Parce que c'est important, c'est l'histoire qui va continuer. Vous savez, votre question, elle est très précise et moi je vais vous donner une réponse très précise. Les Maliens, en 2013, quand Ibrahim Boubacar Keïta venait au pouvoir, il n'avait pas de programme. Pourquoi les Maliens n'ont pas dit qu'ils veulent savoir son programme avant de le choisir? Ils ne l'ont pas fait. Ils n'avaient pas de programme en 2013 quand ils se présentaient comme candidats. Donc aujourd'hui, moi je vous dis, c'est juste une question. Quand on parle de saut dans l'inconnu, c'est juste parce que les gens qui le disent, ils ont les moyens de le dire partout, mais ils sont inquiets pour leur propre compte.
Parce que c'est les gens qui sont autour de IBK généralement. Bon, pas forcément, M. Maïga. Oui. Si nous prenons par exemple 2013, vous avez bien fait de citer 2013. C'est vrai que même si IBK n'avait pas de programme, mais IBK était soumis quand même à un vote comme beaucoup d'autres candidats. Qu'il ait un programme ou pas, le peuple a fait son choix en 2013 et le peuple a choisi IBK. Okay? Mais maintenant, une partie du peuple aujourd'hui se demande, et c'est tellement normal, autant ceux du M5 aiment le Mali, autant ceux qui se posent cette question aussi, au nom de leur patriotisme justement, veulent savoir qu'est-ce que les M5 leur proposent. C'est aussi difficile que ça. Oui, mais j'arrive. Ok. J'arrive. Ok. Si vous voulez prendre la défense de ceux qui pensent qu'il faut dire... Je ne prends pas leur défense, je porte leur question. Oui, mais moi je vous dis tout simplement, le M5 n'a pas à dire tout de suite ce qu'on va faire. Okay. C'est une stratégie bien réfléchie. Mais je peux même vous mettre à l'aise. Nous avions discuté à l'interne du M5 pour savoir qu'est-ce qu'on va faire de cette question. On s'est dit, dans tous les cas, les mouvements, en ce moment c'était la Troïka, les mouvements FSD, CEMAS et EMK pouvaient tout simplement approfondir leurs réflexions sur le sujet et on allait finaliser le jour J. Mais chacun savait déjà ce qu'il faut faire et ce qu'on a besoin de faire. Je vais jusqu'à vous dire que nous pensons qu'après IBK, naturellement, il faut mettre une transition en place. Une transition avec un premier responsable qui va être apolitique. Nous pensons qu'il faut déjà que nous nous mettons d'accord sur un portrait robot. Et la plupart des analyses ont prouvé que tout ce que nous avons proposé ressemble beaucoup plus à la charte du Burkina Faso. Donc, nous avions vu que cette similitude, et rien ne nous empêche de l'appliquer, mais nous allons apporter la touche malienne, parce que nous ne vivons pas les mêmes types de crises. Non, mais on n'a pas besoin tout de suite. Tu ne peux pas aller vendre la peau de l'ours avant de l'abattre. Donc, pour des raisons internes, vous savez, quand on est dans ce genre de mouvement, il y a des gens qu'on a démarchés avant notre première sortie, ils n'ont jamais voulu venir. Il y a des gens qui sont venus après le 5. Il y a des gens qui vont venir après le 19. Donc, c'est pour vous dire, les gens n'ont pas les mêmes agendas, ils n'ont pas les mêmes intérêts. Quand tu vas venir dire dans un regroupement de ce genre, bon, je veux que X soit le président de la transition, mais rassurez-vous que c'est la fin. Parce que tout de suite, les gens vont dire, non, 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 je ne suis pas d'accord, je vais être président, je vais faire ceci, cela. Donc, c'est une question qui va être posée au bon moment lorsque l'objectif sera atteint. Et quand les gens diront en ce moment-là aussi que ce qui est proposé ne sont pas d'accord, on fera quoi? Non, mais c'est nous qui avons fait partir le président. Vous êtes d'accord avec ça? Ça veut dire que nous avions quand même cette légitimité. D'accord. Si on n'avait pas cette légitimité, le président n'allait pas partir. D'accord. Voilà. Merci. Maintenant, je rebondirai sur les lignes qui ont bougé. Je ne vais pas répéter ce que les autres invités ont dit, mais moi, personnellement, je vais attirer l'attention des Maliens sur le fait que l'imam Dicko a eu quand même la sagesse de dire le 5 publiquement que c'est eux qui ont amené IBK au pouvoir. Ils ont transformé les mosquées en QG pour que IBK soit au pouvoir et qu'il présente ses excuses au peuple malien. Moi, ça m'a touché. Et je pense que c'est une preuve qu'on a toujours voulu avoir. On le savait, mais on n'avait pas la certitude. Mais aujourd'hui, nous avons la certitude parce qu'il l'a dit 2 fois, même aujourd'hui, il l'a répété. Que c'est lui en tête, leader religieux, c'est eux qui ont battu campagne pour IBK, qui ont transformé les mosquées en QG pour que IBK vienne au pouvoir. Et s'ils se trompaient à nouveau? S'ils se trompaient de quoi? Mais de leur choix stratégique. S'ils se sont trompés une fois, pourquoi ils ne peuvent pas se tromper 2 fois? Oui, c'est bien possible, sauf que ne pensez pas qu'il est seul. Mahmoud Dicko est une composante. Aujourd'hui, on est au M5 RFP. Déjà, ça a dépassé le cas de la Troïka et il y a eu plusieurs autres personnalités qui sont rentrées dans la danse et plusieurs autres mouvements. Même des regroupements de partis politiques, tellement qu'ils sont nombreux, on était obligé de leur dire de former eux-mêmes un groupement à part et de se faire représenter. Ça a été la même chose pour des associations également. Donc, on n'est pas dirigé par Mahmoud Dicko, on n'est pas dirigé par la CEMAS, on n'est pas dirigé par le bon vouloir de qui que ce soit. Mais on a un esprit d'équipe et tout le monde est motivé pour l'atteinte de l'objectif parce que nous pensons que c'est la solution réelle pour le Mali. D'accord. Donc les lignes
entre autres lignes qui ont bougé, vous avez vu, nous avions entendu, en tout cas au niveau de la Cour constitutionnelle, tout le débat qui se passe et ce que Manassa a dit, ça prouve déjà à suffisance que nous sommes dans un pays où, tellement que faire l'illégalité, agir dans l'illégalité ou bien faire partir des gens dans l'illégalité ou comploter dans l'illégalité est devenu monnaie courante, que la Cour constitutionnelle aussi peut se retrouver destituée pour une raison ou une autre. C'est pourquoi Manassa est sorti pour dire que non, le président ne peut pas la faire partir. Mais c'est quand même pas le moment de le dire, sachant bien tout ce qu'elle-même, elle a eu à dire comme hors la loi dans ce pays-là, qui nous amène aussi dans cette crise-là. Quand on regarde les gens de l'Assemblée, ils sont partis jusqu'à déclarer qu'ils sont... Réellement, les lignes ont bougé. Je pense que les Maliens sont en train de comprendre qu'il y a nécessité, en tout cas, de faire une refondation de l'État malien. Sinon, le Mali tombera toujours dans les abîmes. Merci, M. Maïga. M. Diouara, quelle est votre lecture, en tout cas par rapport à cette préoccupation de cette partie des Maliens aussi, qui aimeraient quand même bien savoir ce qui va se passer dans leur pays une fois que leur président est forcé à démissionner? Merci beaucoup, Mtissa. Permets-moi aussi de saluer nos téléspectateurs et toute l'équipe technique d'Africa, ainsi que mes collègues autour de la table, parce que le débat est très intéressant. Moi, je dis que ceux qui posent la question qu'est-ce qui va se passer après un éventuel départ de IBK sont dans leurs droits. Le Mali nous appartient tous. Nous nous préoccupons tous de son sort parce que ce qui arrive au Mali nous arrive à nous. Nous ne sommes pas des citoyens fictifs ou virtuels. Nous sommes des citoyens concrets, matériels, qui existent. En 2012, quand ATT est parti dans les conditions que l'on sait, nous savons ce que nous avons subi dans ce pays. Peut-être ceux de Bamako ne le savent pas. Mais nous, au nord, nous savons ce que nous avons subi. Le 13 avril 2012, quand nous quittions la Tour de l'Afrique, avec la première mission humanitaire au nom de Cris de Cœur pour aller ouvrir l'hôpital régional de Gao, nous savons l'affre qu'on a trouvé devant nous. Les douleurs et les blessures ineffaçables que des citoyens maliens ont subies parce qu'il n'y avait pas d'État, parce qu'on était dans le vide, parce qu'il y avait le chaos, le vacarme, parce qu'un capitaine venu de quelque part était à la tête du pays et que tous les officiers qui commandaient la guerre n'étaient plus, le président n'était pas là, la classe politique était divisée, la société civile était divisée, et donc dans le reste du pays, c'était le chaos. Honnêtement, personnellement, je n'ai pas envie de revivre ça. J'en ai subi suffisamment, mes proches en ont subi suffisamment, le pays en a subi suffisamment. Donc, deux choses. La première, nous sommes entièrement, en tout cas moi personnellement, je suis entièrement d'accord avec la légitimité et la pertinence des revendications portées par EMK, portées par le M5 aujourd'hui. Je suis entièrement d'accord avec la nécessité d'avoir un organe, un cadre capable de porter ces revendications haut, très haut, le plus haut possible, jusqu'à ce que le président de la République soit obligé de mettre bas la terre, d'être avec les acteurs et de, comme il l'a dit, de poser les bases, le cadre et de mettre en œuvre un processus de refondation de l'État malien. Parce que la question de fond, c'est une question de refondation. Mais je pense qu'il est important que l'on sorte du nuage de fumée. Parce que pour le moment, il y a un gros nuage de fumée. Et ce gros nuage de fumée inquiète. Personnellement, moi, ça m'inquiète. OK? Et je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement important. Il faut qu'on sorte de cela. Pourquoi faut-il qu'on sorte de cela? Parce que d'abord, pour moi, il y a des questions de fond qui ne sont pas traitées. En tout cas, sur lesquelles je n'ai pas la même lecture que beaucoup de gens aujourd'hui. La première, c'est le fait, par exemple, de revendiquer le départ du président de la République de façon inéluctable est un droit.
Mais le fait d'imposer que ce soit obligatoirement le cas et que ce soit le seul point de revendication principal et qu'on refuse catégoriquement de reculer sur ça, en demandant en même temps la dissolution de toutes les institutions, personnellement, ça m'inquiète. Ça m'inquiète pour 2 raisons. La première raison, c'est que quoi que l'on puisse avoir des milliers, voire des millions de Maliens qui sortent dans les rues, démocratiquement, ces millions de Maliens ne peuvent pas se prévaloir de pouvoir user eux seuls de la souveraineté du peuple tout entier. Et ne peuvent pas être considérés ou accepter de se considérer comme supérieurs aux autres Maliens. Ceci, ce n'est pas pour remettre en cause la pertinence des revendications ni du mouvement. C'est un principe démocratique de fond qui se pose. Voilà pourquoi je pense que la meilleure solution serait que le président de la République trouve toute l'humilité nécessaire pour redescendre avec le mouvement du M5 et les autres qui ne sont pas dans le M5 pour poser le débat et les bases afin d'aller vers la refondation du pays. Dans un cadre stable où les Maliens de tous bords discuteraient de façon équilibrée pour aller vers la définition du Mali nouveau dont nous avons besoin et qui est impérativement nécessaire. Sauf que M. Diawara, le M5 aussi est conscient d'une chose. De fausses promesses en fausses promesses, de fausses promesses en fausses promesses. Le président de la République aussi finalement. C'est pour cela que j'ai bien dit, il est utile et nécessaire que ces revendications soient portées le plus haut possible afin d'obliger le président. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut? L'Assemblée nationale qui est là, elle doit absolument être dissoute. Parce que avec le M5 ou sans le M5, cette Assemblée nationale n'a pas la légitimité nécessaire pour pouvoir traiter les dossiers qui sont sur sa table, pour relever les défis qui l'attendent. C'est impossible. La Cour constitutionnelle qui est là actuellement, elle ne peut absolument être maintenue parce que simplement, elle n'a aucune crédibilité qui permette au peuple malien d'accepter les délibérations qu'elle va mettre en place. Donc il y a un impératif d'aller vers la dissolution de ces 2 institutions. Il y a un impératif d'aller vers un gouvernement qui sera nouveau d'union nationale, mais dont le choix des membres ne sera pas à la souveraineté du président Ibeka, mais qui serait soumis à l'ensemble des acteurs qui vont discuter du choix du nombre de ministres, des postes de ministres, de la mission du gouvernement, mais que le reste du mandat puisse être utilisé, exploité pour que les Maliens, dans un dialogue sincère et dans un rapport de force équilibré, définissent le Mali dont ils ont besoin. Mais en quiétude, sans exclusion d'aucune composante. Parce que chacun d'entre nous porte en lui l'amour de ce pays. Et je constate avec beaucoup d'amertume que dans ce pays, à chaque fois que les gens sont en contradiction sur une question, on considère que l'autre camp est de mauvaise foi. Non. Nous pouvons ne pas avoir la même idée, mais être pour autant tous de bonne foi. Et il faudrait qu'on accepte que ce dialogue démocratique, comme nous l'avions revendiqué en 92, puisse prévaloir, que les différents bords se retrouvent et qu'on définisse le Mali qu'on veut, la forme par laquelle ce Mali doit venir, et qu'on crée les conditions pour aller vers ça, sans nécessairement passer par une situation de catastrophe. D'accord. Merci, M. Diawara, M. Diarra. Oui. Alors, les lignes ont bougé, certainement, ça fait unanimité autour de la table. Les lignes ont bougé. Si les lignes ont bougé, en quoi le dialogue est encore impossible? Mais personne n'a dit que le dialogue est impossible. Je ne pense pas qu'au niveau du M5, on ait dit que le dialogue est impossible. Si je parle du dialogue impossible, pourquoi demander encore et seulement, quasiment, la démission du président de la République? Je parle de ça surtout. Mais si les lignes sont en train de bouger. Mais si tu veux qu'il y ait dialogue, il faut que le dialogue se fasse autour, quand même, d'un point. Ce point-là, il est dit, c'est ça l'objectif du mouvement. Mais quel est ce point? La démission du président. Maintenant, je pense que M5 n'a pas parlé que de démission du président. M5 a justifié cette revendication par des points précis. C'est pourquoi je ne suis pas très à l'aise quand j'entends certains propos, et sur ce plateau et ailleurs. Les autres Maliens, ceux qui ne sont pas du M5. En réalité, il faut se comprendre. Des gens qui se regroupent aujourd'hui pour soutenir les institutions, mais c'est de bonne guerre, c'est de très bonne guerre. Mais nous aussi, nous soutenons les institutions.
Nous ne sommes pas en train de fragiliser les institutions. Et ceux qui se sont levés pour soutenir les institutions, pourquoi ils ont attendu qu'il y ait le M5 pour se regrouper en disant qu'on soutient les institutions? Si dans leurs propos, ils acceptent que les problèmes, les maux dénoncés par le M5, à savoir la qualité de la gouvernance, l'insécurité, bref, tout ce qu'on reproche, s'ils sont d'accord avec tout ça, pourquoi, en soutenant ces institutions, ils ne se sont pas regroupés pour leur dire « Ah, à tel niveau, ça ne va pas, nous vous suggérons d'aller comme ça ». C'est ça le problème. C'est pourquoi, moi, je suis tenté de leur dire de rejoindre le mouvement. De rejoindre le mouvement pour éviter que des Maliens s'affrontent. Si c'est pour le Mali qu'on mène le combat, vous soutenez des institutions qui ont montré des lacunes dans leur fonctionnement. Et si vous êtes d'accord avec les recommandations ou les revendications que le M5 est en train de faire, il faut rejoindre le M5 à aider à soutenir ces institutions à régler ces problèmes, tout en respectant la condition de la démission posée sur la table par le M5. Et si on faisait la lecture contraire, c'est-à-dire que tout ce qui est demandé est accordé, mais sauf la démission du président de la République. Mais c'est là est-ce que ça peut être aussi des lignes qui auraient bougé? Mais je pense que dans mon premier propos, je l'ai dit peut-être sans être peut-être clair, quoi. J'ai parlé de timing. Quand il y a eu la sortie du 5 juin, si le président était sorti le 6 juin, avec des propositions fortes et précises dans son adresse par rapport aux enseignants, par rapport à la dissolution ou à la reprise des élections dans les localités où les résultats ont posé problème, par rapport à la Cour constitutionnelle qui, de notre point de vue, n'est plus très crédible. Ça, il faut qu'on se le dise. Pour soutenir une institution, il faut avoir confiance en cette institution. Il a parlé de la crise de 2018. Je m'estime heureux que ce débat soit venu sur ces plateaux par quelqu'un d'autre que moi. En 2018, nous savons tout ce qui s'est passé au Mali. Il y a eu des semaines, des mois de contestation. Mais vous savez ce qui a arrêté ces contestations? Parce que Soumaïla Cissé, qui était le challenger du président, est un homme de dialogue. Parce qu'il a échangé, il a discuté avec un grand monde, notamment des médiateurs de la communauté internationale, ceux de la CEDEAO. La CEDEAO a envoyé une mission. Et les recommandations de cette mission, c'était quoi? C'était à la limite un partage de pouvoir. Une chose que pratiquement le président de la République a accepté, mais qu'il a rangé après dans les tiroirs. Ça, c'est des choses, il ne faut pas oublier des choses comme ça. Si on parle de réforme, nous pensons tous que les réformes sont nécessaires. Qu'on en arrive à la 4e République ou pas, ce pays, dans tous les domaines, a besoin de réformes. Et notre parti, l'URD, a montré cet exemple. En novembre 2018, en faisant une retraite à Sélégué, où on a essayé de faire des propositions de réforme touchant tous les secteurs de la vie socio-politique de notre pays. On n'a pas fait que ça. On a communiqué sur ces propositions de réforme. Et auprès des acteurs politiques de la majorité comme de l'opposition, de la société civile. Bref, on a fait une large communication autour de ça. Tout ne peut pas être comme un verset coranique dans ce que nous avons proposé. Mais partout où nous avons été à la rencontre des gens, on nous a dit que c'est une bonne initiative. Il y a des gens qui nous disent ajoutez ça par-ci, ajoutez ça par-là. Donc si tout ça, ça existe, c'est qu'il y a un problème. Ça veut dire que nous, on veut le dialogue. On a voulu le dialogue, c'est pourquoi on est sorti de la contestation. Il y a eu l'histoire du dialogue national inclusif. Je sais que peut-être le débat va porter sur ça, mais à ce stade de mon propos, je souhaite en parler. Nous, de l'opposition, on a été à l'atelier de validation des termes de référence du dialogue national inclusif. Quand nous y sommes allés, nous avons fait des propositions. Des propositions qui, selon nous, si elles sont prises en compte, le dialogue peut répondre aux attentes et du Mali et des Maliens et peut aboutir à des recommandations pouvant permettre de résoudre les problèmes que le pays connaît. Mais qu'est-ce que nous on a vu au niveau de cet atelier? C'est qu'il y a des gens qui étaient toujours en campagne, majorité opposition. Quelle que soit la pertinence de nos propositions, elles n'ont pas été retenues. Tout simplement, on nous rappelait le fait majoritaire. Dans un cadre où on nous envoie des invitations au nombre maximum d'une vingtaine, sur un public de 500 personnes, je pense que ça s'est fait à dessein. Mais nous sommes quand même partis. On est allé en plénière, on a dit ce qu'on pense. C'est pourquoi l'opposition n'a pas continué au dialogue. Mais beaucoup de Maliens n'ont pas compris ça. Parce qu'on avait compris que le dialogue, dans la forme qu'il se tenait, ne pouvait pas résoudre les problèmes du Mali. Si le dialogue avait été une réussite, nous n'en serions pas là aujourd'hui. C'est encore une fois pour dire, ce n'est pas parce que nous qui sommes dans la rue, nous ne sommes pas les 20 millions de Maliens, entre guillemets, mais qu'on a parfois l'honnêteté dans ce pays de reconnaître à des gens qui ont posé des actes par le passé, qu'on vient de leur dire « Ah, nous on a tort, lui il a raison ». Comme Kader l'a rappelé, l'acte
l'acte qui fait de l'imam vraiment un grand imam. Le fait de reconnaître ce qui s'est passé au Mali en 2013. Parce que beaucoup de gens disent que nous, acteurs politiques, on se cache derrière des religieux pour avoir le pouvoir. On ne se cache pas derrière les religieux. L'imam Dicko a été président du Haut Conseil islamique. Aujourd'hui, il est acteur politique. Il est parrain de la CEMAS, qui est une organisation politique. Quand il était leader religieux, il a aidé le pouvoir actuel à s'installer. C'est ça qui est la vérité. Et il a eu l'honnêteté de le reconnaître jusqu'à demander pardon. Maintenant, aujourd'hui, si l'imam, la classe politique, la société civile, on se retrouve, ça veut dire que quelque part, on n'a que le Mali en commun. Ça veut dire que quelque part, ce qu'on demande, ce n'est pas pour l'intérêt de X, Y ou Z, mais c'est pour l'intérêt du Mali. D'accord. Merci, M. Diarra, Dr Koita. Alors, si cette crise politique, sociale, doit perdurer, alors, est-ce qu'elle ne va pas faire souffrir davantage les Maliens qui souffrent déjà de tout ce qu'on décrit? Alors, si cela est vrai, qu'est-ce que vous préconiseriez à faire? D'accord. Donc déjà, vous avez parlé de crise. Ça veut dire que s'il y a une crise, il faut chercher une solution. Mais permettez-moi d'apporter une certaine précision. Parce que au Mali, souvent, le citoyen lambda pense que la classe politique est en train de jouer. En train de jouer pourquoi? Parce que l'objet d'un parti politique, c'est la conquête et l'exercice du pouvoir. C'est clair. Tout le monde sait qu'avant d'aller à ces élections législatives, il y avait bien entendu des préalables qui avaient été posés. Des préalables qui, nullement, n'ont pas été respectés. Mais en dépit de cela, les gens ont accepté d'aller aux élections, sauf la CEMAS de l'imam Dicko, qui, en réalité, en son temps, avait souhaité aller à ces élections, mais à la dernière minute, s'est retiré. Il l'a dit l'autre jour lors du meeting, qu'ils ont eu naturellement des soupçons. C'est pour cette raison qu'il a conseillé à ses partisans de ne pas se présenter, bien entendu. Aussi, tels que l'ADPM, tout à fait. le BRDM, il y a d'autres tout à fait. Aussi qui ont Maintenant, qu'est-ce qu'on constate également? À l'issue de ces élections, nous avons constaté des alliances contre nature entre, d'une part, la majorité, d'autre part, bien entendu, l'opposition. Donc, finalement, on s'est posé la question de savoir qu'est-ce qu'on veut. Donc, ce qui a attiré l'attention, bien entendu, de beaucoup de Maliens. À l'issue de ces élections, même s'il y a eu des contestations, nous avons vu que le parti majoritaire, naturellement, avait proposé, bien entendu, un candidat, qui, à la suite, il y a eu un autre consensus. Mais en dépit de cela, nous avons vu que la classe politique, dans sa majorité, a voté pour le président de l'Assemblée. Donc, finalement, il faut qu'on s'interroge. Le matin, je n'aime pas le chien. Mais le soir, ma sauce préférée, c'est la tête du chien. Donc finalement, aujourd'hui, il a rappelé, l'imam Dicko est le parrain d'une entité politique. Mais finalement, toute la communauté s'érige derrière l'imam Dicko. Est-ce que la question de crédibilité, bien entendu, ne se pose pas? C'est un grand point d'interrogation. Mais je crois qu'on aura le temps, naturellement, avec les autres, d'en discuter. Mais au-delà également de cela, vous avez dit crise. Qui dit crise, tout le monde est unanime, le Mali est dans la crise depuis 2012. Et cette crise ne s'améliore pas. Cette crise s'aggrave. Une crise sur une crise dans une crise. Donc effectivement, plus de crises aura autant de répercussions. Il a dit, en 2012, après le coup d'État, il y a eu ce qu'on appelle d'autres crises dont nous connaissons aujourd'hui les conséquences. Donc s'il faut ajouter une crise à une crise, et vous avez parlé bien entendu de l'impossible dialogue, parce que à travers votre question, vous avez l'impossible dialogue. Moi, je l'avais dit au départ, est-ce que ce n'est pas une stratégie? Parce que le président de la République a tendu la main. Le M5 a estimé que tendre cette main, c'est parce que le peuple est loin. Donc, est-ce que ce n'est pas une stratégie? Même si vous avez estimé que nous n'avons pas à un moment donné répondu à votre question, je pense que ça peut être bien entendu une stratégie. Mais nous avons tous vu que les lignes ont bougé. Les lignes ont bougé parce qu'il y a une certaine inquiétude. Mais je pense qu'il est quand même bon de discuter, même si on connaît notre principale revendication, celle de la démission du président de la République. C'est un exercice démocratique. Nous ne sommes pas des étrangers, nous sommes des Africains. Nous avons vu en Algérie, lorsque le président Bouteflika s'est présenté au 5e mandat, le peuple était un peuple démocratique, a demandé sa démission.
pendant des mois et des mois, ont marché et finalement ont obtenu gain de cause. Nous avons vu ce qu'on appelle des cas similaires, bien entendu, en Afrique, dans le Maghreb. Donc, demander la démission du président de la République, pour moi, c'est un exercice démocratique. Mais obliger le président de la République de démissionner, bon, certainement, les réponses peuvent diversifier. Pour certains, quand on me pose la question en tant que juriste, je dirais, je suis républicain, et d'autres parleraient de pousser le président de la République à la démission. Certains estimeraient, bien entendu, à un coup d'État, mais d'autres diront que ce n'est pas un coup d'État, mais c'est... En tant que juriste, docteur Koïta, démission du président de la République, dissolution de l'Assemblée, vider la Cour constitutionnelle, comment on peut l'appeler? Comment en est-on arrivé là? Il a rappelé M. Maïga. En fait, c'est là, à mon avis, les motivations. M. Maïga l'a rappelé. Voilà, les motivations, constamment au Mali, on profane ce qu'on appelle la Constitution. La Constitution, c'est ce qui nous unit et ce qui fait de nous des Maliens. Et si c'est le texte fondamental, nous devons, bien entendu, la respecter. Mais on constate, bien entendu, que depuis un certain temps, on profane la Constitution. Cela a commencé quand, au juste, dans ces pays-là? De tout le temps. Ok. De tout le temps. Vous aurez la parole tout de suite, monsieur de tout le temps. Quand on me pose la question de tout le temps, je remonte à en 2002. Certains diront que j'ai peut-être tort. En 2002, j'ai toujours accusé la classe politique. Lorsque la Constitution du 25 février dit clairement un militaire qui veut faire de la politique doit démissionner de l'armée, on a vu que le général Amadou Toumani Touré, en son temps, avait estimé aller en retraite anticipée. Donc aller en retraite anticipée et démissionner fondeux. Donc à partir de là, nous avons dit, effectivement, c'est une violation de la Constitution. Maintenant, en son temps, il y a eu le pour et le contre, pour ceux-là qui estiment effectivement que la Constitution n'a pas été respectée, que la démission est un droit. Donc c'est pourquoi je dis de tout le temps. Donc aujourd'hui, il a dit, ceux qui défendent les institutions de la République et ceux qui aujourd'hui demandent la dissolution des institutions de la République. La question, elle est légitime des deux côtés. Ceux qui demandent la démission, bien entendu, la dissolution de l'Assemblée, parce qu'elles estiment naturellement que dans une démocratie, le peuple se soumet naturellement à l'exercice du suffrage de ses concitoyens, les candidats, qui en principe, bien entendu, sont élus au suffrage universel direct. Mais nous avons constaté effectivement qu'il y a eu des contestations, d'où le mot député nommé. Donc, aujourd'hui, cela fait partie de l'une des préoccupations du M5, parce que si cela va continuer, ça veut dire que dans l'avenir, rien ne sert, bien entendu, de faire des élections. On peut prendre n'importe qui, M. Dissa, demain, et le nommer président de la République. Donc, c'est une inquiétude. Donc, c'est pour cette raison, je pense que la profanation de la Constitution a donné lieu, bien entendu, à ces contestations. Merci, Koïta. Monsieur Maïga, quel est l'impact de cette crise politico-social sur la vie des Maliens, selon vous? Bon, que ce soit par rapport au suivi de l'accord pour la paix et la réconciliation, que ce soit par rapport à Covid, que ce soit par rapport à l'économie, etc. Oui, mais naturellement, avant de répondre à cette question, je vais éclaircir un peu la situation. D'accord. Parce que parler de stabilité et penser que le fait de demander la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta peut être source d'un problème plus compliqué pour le Mali, je pense que c'est se tromper. Vous savez, le 7 novembre 2019, dans mon débat avec le président de la commission de défense de l'Assemblée nationale et d'autres personnes, je lui avais suggéré vraiment de proposer à son père de préparer une transition tranquillement et puis de partir. Je lui avais suggéré cela. Ce n'est pas ma modeste personne. Je représente une association, je représente une coalition et j'échange avec plein de gens. Et je pense qu'il pouvait ce jour-là chercher à savoir est-ce que c'est une idée qui pouvait leur effrayer l'esprit. Ça n'a pas été le cas. Mais je veux vous dire sincèrement, de 2013 à aujourd'hui, le Mali est tombé tellement bas avec le président Ibrahim Boubacar Keïta que s'il reste encore d'ici 2023, personnellement, je vous dis sincèrement, j'ai peur que le Mali disparaisse. Combien de villages ont disparu au centre du Mali? Pour la première fois dans l'histoire, on entend au Mali que des Peuls et des Dogons se sont massacrés. Moi, j'ai fait
Djalasagou, Bankas, Goumessagou, tout ça là. Mais c'est des endroits où les Peuls, les Dogons vivent ensemble, se marient, font tout ensemble. J'ai fait Wankoro par exemple. C'est un endroit que je connais comme je connais Bamako. Sincèrement, ça a été instrumentalisé. Je ne vais pas rentrer dans un sujet politique, sinon j'allais vous donner la preuve des gens qui sont partis battre campagne pour dire qu'un des candidats est Peul, si vous votez pour lui, il va massacrer tous les Dogons. Ça se fait maintenant. On n'a plus le nord depuis combien de temps? Regardez par exemple la route Gao-Sévari. Une route pour laquelle on nous a dit que le financement a été acquis. La seule route qui relie tout le nord du Mali au sud du Mali. Avec Ibeka, ça s'est complètement coupé. Finalement, il faut passer par le Burkina, aller au Niger et venir à Gao. Et continuer sur le reste. Vous voulez parler de quoi comme stabilité ou bien comme gouffre? On a perdu les 2/3 de notre territoire. Mais aujourd'hui, regardez la situation financière du Mali. Ne pas savoir tout ce qui se passe au Mali, je vous jure, c'est mieux que de savoir tout ce qui se passe au Mali. Je vais vous donner aujourd'hui une information et je la partage avec nos téléspectateurs. En 2015, quand on a demandé de lever des fonds spéciaux pour le développement du Nord, en 2015, il y avait eu des fonds. Il y a eu à peu près 1000 milliards qui a été levé par l'Union européenne et la France. 2015. 2015. Cet argent a disparu dans la nature. J'aurais appris que d'ailleurs, Moussa Mara avait réclamé cet argent et c'est ce qui a fait qu'on a demandé sa tête. Et ça fait partie des raisons de son échec à Kidal. Même si... Sait-on à qui ces 1000 milliards avaient été remis en personne même? Non, les 1000 milliards ont été levés par l'Union européenne et la France et étaient au niveau de ces institutions-là, financières en Europe. Donc, normalement, il doit y avoir un rapatriement de ces fonds vers le Mali. Mais personne ne sait qu'est-ce que cet argent est devenu. Mais est-ce que ça a été rapatrié? Non, je ne sais pas. Ok. Nos premiers ministres, je me rappelle également que Abdoulaye Idrissa Maïga a demandé ces fonds. Ça fait partie également des raisons pour lesquelles lui aussi, on s'est braqué contre lui. Mais pourquoi le président de la République ne fait pas la situation de ces fonds? Pourquoi pas? Ça, c'est 1000 milliards. On vient à la loi de programmation militaire. 1230 milliards et autres. Mais si après ces 1230 milliards pour l'armée, on nous dit que des avions sont cloués au sol, je vous en prie, est-ce que réellement on a piqué de ce peuple-là? Ce sont nos milliards. Je vous donne juste une comparaison. L'hôpital de Sévaré, construit au temps de ATT, ça faisait à peu près 6 et quelques milliards. Mais pourtant, c'est un hôpital extraordinaire. L'hôpital de Sévaré, ça faisait 6 milliards. Combien d'hôpitaux on pouvait construire pour les militaires? Combien de camps on pouvait faire pour les militaires avec 1230 milliards? À supposer que la moitié rentre dans des histoires de formation et tout ce qui s'ensuit. Et l'autre moitié, qu'est-ce qu'on ne pouvait pas faire avec ça pour que notre armée ne se retrouve pas dans la même situation? Ce n'est pas leur problème. Ils sont en train de chercher à voter une nouvelle loi de programmation militaire encore. Et je me demande même si ce n'est pas ce qui fait que le fils du président est resté à la tête de cette commission. Mais maintenant, venons au niveau de l'Assemblée nationale. Comment vous pouvez comprendre qu'un président élu démocratiquement, pour lequel il reste encore plus de 2 années, qui va tripatouiller dans les décisions du parti majoritaire pour imposer un candidat qui n'était pas le candidat du parti? C'est comme ça qu'on a l'actuel président de l'Assemblée, qui d'ailleurs a été même mal élu. Mais tout cela dénote qu'il y a des arrière-pensées. Est-ce que ce n'est pas la continuité de la famille qui est en train d'être préparée? Est-ce que ce n'était pas déjà une transition qu'eux-mêmes veulent préparer? Parce que je me dis, il fallait amener quelqu'un qui est docile, qui est capable de tout changer au profit de la famille. Et 2 mois ou 3 mois après, comme on le sait naturellement, il aime prendre son avion et puis aller vivre en Europe. Il allait nous dire qu'il est malade ou bien qu'il ne peut plus. On fait une autre transition avec celui qui va donner naturellement le pouvoir à la famille. Donc, la transition pour nous, elle était peut-être déjà programmée à leur niveau. Nous, on ne fait qu'anticiper. Donc, le Mali va tellement mal avec Ibeka
que si on laisse continuer le Mali avec IBK, je me demande si ce ne serait pas la disparition, la dislocation totale de notre pays. D'accord, merci. Merci, M. Maïga, M. Djouara. Mais qu'est-ce qu'on peut aussi perdre avec la démission du président IBK de cette manière-là? Merci beaucoup. Je pense que c'est intéressant d'écouter ces différents angles de vue parce que ça soulève des aspects qu'on ne prend pas nécessairement en compte dans notre réflexion individuelle. Mais peut-être faut-il aussi clarifier un certain nombre de points, un certain nombre de questions. D'abord, à mon cher ami, je voudrais préciser que le propos n'est nullement de dire que le M5 ne représente pas, n'est pas une partie du peuple, ou que sa revendication n'est pas légitime, ou que ce combat ne doit pas se faire. Loin s'en faut. Il n'est pas question non plus de dire que le fait de revendiquer la démission du président soit anticonstitutionnel ou qu'elle soit antidémocratique. Non. Le problème pour nous, c'est de dire, bon, il n'y a que ça, il faut absolument ça, et si le président ne part pas, on le fera partir par un autre moyen, alors que, du point de vue démocratique et constitutionnel, en tout cas de ce que nous connaissons de la Constitution, on ne voit pas un autre moyen qui soit acceptable. Parce que le coup d'État, c'est hors de question. Ça, c'est certain. Ça, c'est un premier élément. Maintenant, en dehors de cette question-là, je pense qu'il a soulevé des questions extrêmement importantes relatives au travers de gouvernance. L'unanimité est là-dessus. Tous les arguments avancés sont des arguments portés, acceptés par tous les Maliens. Moi qui suis en train de parler en 2013, j'ai battu campagne contre Ibrahim Boubacar Keïta au moment où tous les Maliens étaient convaincus qu'il était bon. Tous les Maliens. Bon, en fait, est-ce que vous avez raison, je relativise, mais la majorité des Maliens étaient convaincus qu'il était bon. Et il a été plébiscité. En 2018, ce fut également le cas. Donc, je ne suis pas de ses partisans, je ne suis pas dans son parti, et je n'ai aucun rapport de proximité avec son régime. Pour tous ceux qui me connaissent le savent. Par contre, je suis préoccupé effectivement de ce qu'il adviendra du Mali si d'aventure on partait vers une sortie catastrophe. Je l'ai dit par endroits sur ce plateau. Nous avons plusieurs fois, sur la base de revendications légitimes, commis des erreurs de méthode et fait une erreur de ciblage. En 68, les contestations étaient là. Mais on s'est focalisé sur l'obstacle et non sur l'objectif. On s'est dit, le président Modibo doit partir. Un jour, un militaire a décidé de faire un coup d'État. Il est parti. Mais les 23 ans ont été pires. Rien de ce pourquoi on a manifesté n'a été obtenu, mais on a eu pire. En 91, on a focalisé sur Moussa comme l'obstacle. Et toute l'énergie était concentrée sur lui. L'après Moussa n'a pas été véritablement préparé de façon concertée, de façon partagée par les acteurs. Un camp est venu qui a gagné et qui a gagné tout. Un autre a perdu et a perdu tout. On a vu ce que ça a donné. Les 30 ans de démocratie ont détruit le Mali de fond en comble, de l'individu à l'ensemble des institutions. Le Mali a été décontenancé, détruit sur tous les plans. Et vous serez d'accord avec moi que c'est l'entière responsabilité de la classe politique du mouvement démocratique, je vais dire ça, mais de la frange du mouvement démocratique qui a gagné les élections en 92, qui s'est ensuite éclaté pour donner naissance aux différentes formations politiques que nous avons aujourd'hui, notamment l'ADEMA, l'URD, le RPM et peut-être ASMA et d'autres qui en ont découlé. Mais c'est leur gouvernance qui a travesti carrément l'État malien et on a eu une démocratie de toutes les libertés, mais d'aucune responsabilité morale. Or, la liberté a un prix. Je consens à ta liberté d'expression parce que je présume que tu es suffisamment responsable pour t'auto-censurer de tout ce qui peut entacher un autre droit d'un autre de tes concitoyens. Parce que le respect des droits de l'homme, c'est chacun d'entre nous qui doit respecter les droits des autres. Donc ça, c'est un élément qui est extrêmement important parce qu'on s'est trompé de méthode, on a détruit l'État, on s'est trompé de cible, on s'est focalisé uniquement sur le départ de l'individu. On n'a pas voulu préparer l'après ensemble. On a eu une démocratie d'exclusion. D'accord. Non, je n'ai pas fini. Excuse-moi, je finis rapidement. Ensuite, aujourd'hui,
on est en train d'aller probablement pour répéter les mêmes erreurs. C'est pourquoi je dis, nous sommes absolument d'accord que le régime de IBK, le système qui est en train de venir, la gouvernance qui est là, elle est insoutenable pour le Mali. Elle doit s'arrêter. Le jour où j'ai vu les résultats de la Cour constitutionnelle sur les élections législatives, le jour où j'ai vu l'entêtement irraisonné pour organiser les élections législatives, j'ai dit sur les antennes, en débat à Énergie TV, j'ai dit que c'est une décision politiquement criminelle. Mais je dis, et je mesure les mots et j'assume ce que j'ai dit. Mais je dis aujourd'hui, on peut mettre bas la terre, retirer, enfin, imposer à IBK d'accepter que le mouvement M5, avec l'ensemble de ses composantes, les autres qui ne sont pas dans le M5, et quand je parle de ces autres-là, je ne parle pas de ceux qui disent aujourd'hui défendre les institutions, hein. Je ne parle pas d'eux. On sait comment ce mouvement est composé, de qui il est composé. Je ne vais pas rentrer dans ce débat. Mais je parle de l'ensemble des autres Maliens qui ne sont pas, pour le moment, dans le M5. Ce sont des sympathisants du M5. Peut-être, peut-être pas. Mais dans tous les cas, que l'ensemble des Maliens se retrouvent autour du président de la République pour décider de comment mettre en place de nouvelles institutions et surtout de conduire le processus de définition du Mali nouveau. Parce que c'est ça qui est le plus important. Si on a une réforme fondamentale qui permet de garantir cet équilibre-là, c'est absolument certain que la suite va être intéressante. Parce que la raison pour laquelle aujourd'hui Ibrahim Boubacar Keïta, excuse-moi, Ibrahim Boubacar Keïta arrive à choisir le président de l'Assemblée nationale, comme vous l'avez dit, en faisant immixtion dans les décisions du parti, et qu'il arrive à manipuler probablement la Cour constitutionnelle, c'est parce que dans notre constitution, il y a des insuffisances notoires qui lui permettent cela et qui l'ont permis aux autres présidents qui l'ont précédé. Ça le permettra à un autre qui viendra si les mêmes conditions doivent perdurer. Excusez-moi d'avoir été... Non, je vous en prie. En fait, monsieur, normalement, nous sommes au thème de cette émission, mais je n'oserais pas la conclure comme ça sans vous donner les derniers mots. Sinon, M. Abdelkader Maïga me fera vraiment la peau après cette émission-là, j'en suis sûr et certain. Mais je vais demander à Oumar de nous donner encore 20 minutes pour que chacun ait 5 minutes. Voilà, sur cette question, la dernière question plateau, il est clair pour tous les Maliens qu'il nous faut un autre Mali. Donc refaire le Mali, rebâtir le Mali, c'est indéniable pour tous aujourd'hui dans notre pays. Sauf que la question est-il trop tard de refaire le Mali avec le président IBK, oui ou non? Pourquoi? Question plateau pour tous. Monsieur Diarra. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Je commence par ça. Et le faire avec qui, je pense que non, pas nous fermer toutes les portes. Il n'a pas été dit que le président IBK va perdre sa nationalité malienne. Hein. Je pense que ça n'a pas été dit. Voilà. Donc, je pense que pour répondre à cette question, nous avons des choses qui existent. Aujourd'hui, j'ai regardé ce soir même, j'ai vu un communiqué, je pense, qui est attribué à la mission de la CEDEAO, qui fait des recommandations et des propositions pour sortir de la crise. Mais parmi ces propositions, ils vont jusqu'à proposer une réforme de la Cour constitutionnelle elle-même. Une relecture, une révision des textes de la Cour. Mais ce n'est pas nouveau. Hein. On a eu à réfléchir sur tout ça, ça existe. Il faut tenir compte des propositions. Même si la proposition vient de l'opposition, les opposants sont des Maliens. Il peut y avoir parfois de la matière de qualité plus que ceux qui sont aux affaires. Mais Dieu seul sait les propositions que nous avons eu à faire. Et si on avait été écouté depuis 2013, on n'aurait pas connu de crise post-électorale lors des législatives de 2020. Parce que nous avons produit carrément un livre en 2013 sur les élections. En 2018, à la suite de la contestation, on a fait pareil. Bon Dieu, on demande seulement à ce qu'on regarde, qu'on voit ce qui est faisable dans ça pour éviter le pire dans notre pays. Je pense que je m'en arrête là vraiment pour cette question. Les autres vont largement commenter. Mais je sais que c'est peut-être le 4e plateau du jour. Mais moi, je suis quand même de l'URD. L'honorable Soumaïla Cissé est mon président. J'aimerais bien que vous en parliez. Aujourd'hui, il est dans une situation, je profite d'ailleurs pour remercier les médias et remercier spécifiquement Africable pour tout ce que vous faites en donnant de la visibilité aux actions que nous menons pour aboutir à sa libération. Il est en captivité depuis bientôt 3 mois, depuis le 25 mars. Il a été rapté quand, où, pourquoi? Il a été rapté à Tombouctou,
à Niafunke, Ansara Ferre Koumaïra, parce qu'il a fait confiance à nos autorités, parce qu'il se bat pour le Mali, parce que ce n'est pas un leader qui a peur. Tout le monde savait qu'il y avait de l'insécurité au centre et au nord du pays. Mais ce sont les Niafunkois qui lui ont porté leur confiance en 2013, c'est ce qui lui a permis de les représenter à l'Assemblée, et ce, dès le premier tour. Et cette année, nous faisons partie des partis, sinon nous sommes les premiers à dire qu'on ne peut pas tenir les élections sans respecter un certain nombre de conditions. Les autorités maliennes nous ont donné l'assurance que le scrutin et les candidats seront sécurisés et que des dispositions ont été prises. C'est pourquoi il s'est rendu en campagne dans son fief électoral. Il a été rapté. 3 jours après, il y a eu le premier tour. Malgré son enlèvement, les populations nous ont renouvelé leur confiance, et ce, dès le premier tour. Je pense que très sincèrement, beaucoup de choses ont été dites, mais cet enlèvement est tout simplement une honte pour le Mali. C'est vraiment une honte pour le Mali, pour ce que le monsieur a eu comme parcours, pour ce que Soumaïla représente au Mali. Il est quand même le chef de file de l'opposition politique. Il a quand même été challenger à 3 reprises des présidents de la République. En 2002, sur 24 candidats, il est revenu deuxième. En 2013, sur 27, il est revenu deuxième. Encore en 2018, il est revenu premier. Malheureusement, nous a spolié notre victoire et on a accepté pour le Mali et pour le dialogue. Et s'il se retrouve dans cette condition, les autorités ont la lourde responsabilité. La communauté internationale a la lourde responsabilité que Soumaïla revienne. Ça n'a que trop duré. Il manque à sa famille, il manque à son parti, il manque au peuple malien. Et son retour peut donner une certaine brillance à l'image de notre pays. Sans quoi, aujourd'hui, quand tu parles Mali à l'international, oui, là où le chef de file est en détention, l'identité des ravisseurs n'est pas connue, depuis 3 mois, franchement, il faut que Soumaïla revienne. C'est ce mot, c'est ce cri de cœur que je voulais vraiment faire à travers votre question et terminer par formuler des prières pour le pays. Demander à tous les Maliens, les acteurs politiques, de la société civile, qui comprennent que nous, qui sommes acteurs politiques, nous ne sommes pas des Maliens à part. La preuve, on se bat pour la bonne gouvernance. C'est parce qu'on s'est levé que l'article 39 est en train d'être mis en œuvre pour les enseignants. Si les Maliens nous rejoignent et qu'on se donne la main, sans violence, je pense qu'on pourra régler les problèmes que le pays connaît aujourd'hui. Merci, monsieur Diarra. Merci beaucoup. Et nous prions vraiment pour la libération très très prochaine de l'honorable Soumaïla Cissé. Et je crois que le Mali tout entier est vraiment d'accord sur le fait qu'un Soumaïla Cissé ne doit pas disparaître comme ça et qu'il soit resté introuvable durant tout ce temps. C'est tout simplement inadmissible. Vraiment, sur cette question-là, je crois que le peuple est tranchant et ça aurait dû être même parmi les plus grandes revendications du M5, hein, monsieur Koïta. Oui. Alors, votre dernier mot, mais sur la base de cette question, s'il est trop tard de refaire le Mali avec Ibeka. Tout à fait. Donc, avant de répondre directement à votre question, 5 minutes on quand même. a oublié de dire que quand on a demandé que les lignes ont bougé, ça a été l'occasion pour le président de la République de dire qu'ils ont des signes, des signaux, des nouvelles de l'honorable Soumaïla Cissé, qui en soi est une bonne nouvelle. Donc, toute notre solidarité à la famille URD et naturellement à la famille de l'honorable Soumaïla Cissé, que Dieu veille sur lui, qu'il revienne sain et sauf. Et une pensée pieuse également à nos militaires qui sont tombés la semaine dernière à Bokouéré. Donc, pour revenir à votre question, je pense que cet élan est une prise de conscience. Une prise de conscience pour dire que rien ne sera plus comme avant. Une prise de conscience pour dire que les Maliens ne vont pas croiser les bras après les élections et voir une certaine frange, bien entendu, de la population s'accaparer de leurs richesses. Une prise de conscience pour dire que c'est un avertissement, un carton jaune pour ceux-là qui seront appelés demain à gérer. Une prise de conscience parce que tout simplement l'ensemble de la jeunesse se mobilise à travers les réseaux sociaux, à travers bien entendu les causeries débats, à travers une prise de conscience générale, ce qui prouve à suffisance qu'un autre Mali est possible. Une prise de conscience à l'égard également de ce qu'on appelle la classe politique, qui doit s'attendre bien entendu à bien faire, qui doit s'attendre à mieux faire, parce que tout simplement la jeunesse malienne, l'ensemble des Maliens qui s'intéressent aujourd'hui à la res publica, à la chose publique, ce qui n'était pas, bien entendu, le cas par le passé. Donc aujourd'hui, je pense qu'à travers ce mouvement du 5,
on peut d'ores et déjà dire qu'on peut penser qu'un autre Mali est possible et rien ne sera plus comme avant. Donc, un autre Mali est possible avec ou sans Ibeka. Je pense que la suite des événements nous en diffusons. Je vous remercie, Africa, et je remercie également les autres invités. Sauf que je n'ai vraiment pas votre réponse personnelle toujours. Ma réponse, c'est qu'il y a eu une possible prise. avec Ibeka? J'ai répondu à la question. Ok. Une prise de conscience. Aujourd'hui, cette prise de conscience dénote de quelque chose. Dénote de la mauvaise gouvernance. Cette prise de conscience dénote d'un manque de confiance. Parce qu'en réalité, on vote pour quelqu'un, élire comme président de la République, parce qu'on a confiance en lui. C'est pour nous représenter pendant un certain temps. Mais cette personne peut ou ne pas avoir bien entendu de politique. Ça veut dire que cette personne ne nous représente. Mais aujourd'hui, cette prise de conscience permet de montrer qu'on ne vous laisse pas faire comme vous voulez. Okay. Donc aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle une prise de conscience pour dire que les enfants ne vont pas à l'école, une prise de conscience pour dire halte à cela, une prise de conscience pour dire, bien entendu, il y a ce qu'on appelle une insécurité généralité, une prise de conscience pour dire, il l'a dit M. Maïga, on a éjecté 1000 et quelques milliards dans l'armée, donc on ne voit pas aujourd'hui les effets. Donc le Malien lambda souhaite qu'on le rende compte, bien entendu, de ce qu'il contribue. Et désormais. D'accord. Oui. Merci, M. Maïga. Oui, monsieur Issa, merci beaucoup. Je vous rappelle que apparemment vous ne suivez pas bien les activités du M5. Le M5 a comme composante majeure le FSD. Le FSD, Front pour la sauvegarde de la démocratie, le président c'est Soumaïla Cissé. Et l'URD est le parti le plus fort dedans. Donc si le président de la République est sorti pour donner la nouvelle de Soumaïla Cissé, c'est parce que le président estime que le FSD est en train de jouer un grand rôle dans ce mouvement qui est en train de se passer. C'est pourquoi il l'a dit. Et moi, c'est ce qui me déçoit davantage. J'aurais préféré avoir les nouvelles de Soumaïla Cissé par d'autres personnes, par la cellule de crise d'ailleurs. Mais si c'est lui qui le dit, alors que depuis tout ce temps, le jour d'ailleurs où Soumaïla a disparu, il n'a même pas... Il est sorti, il avait une adresse à la nation, il n'a pas bipé mot de la disparition de Soumaïla. C'est après les critiques qu'il en a parlé. Bref, j'en passe. Je vais juste vous dire qu'un Mali, est-ce qu'on peut refaire le Mali avec Ibeka? C'est clair et net. Chez nous, c'est non, non et non. Avec Ibeka, jamais le Mali n'avancera. Avec Ibeka, aucun espoir, aucune lueur à l'horizon n'est possible. C'est certain. Diouara, vous êtes de Gao, vous êtes du Nord. Ibeka était Premier ministre quand il est parti à Gao, quand il a visité les camps militaires de Gao, quand il a visité l'hôpital de Gao, il était Premier ministre. Il a promis qu'à son retour à Bamako, il va mettre de l'ordre. On est à combien d'années après? Il est devenu président de la République. Qu'est-ce qu'il a fait? L'homme ne tient jamais sa promesse. Et l'homme, à chaque fois qu'on l'a attendu pour vraiment sortir le grand jeu, au contraire, il s'est moqué de la nation. Les conséquences dont vous avez parlé tantôt, comme sur l'accord ou autre, Robert, nous y pensons sérieusement. Avant de prendre cette décision, la première des choses, nous avions pensé aux conséquences des actes que nous allons poser. Et je vais vous dire, pour ceux qui ne le savent pas, avant même de demander la démission d'Ibeka officiellement, nous avions démarché des chancelleries, nous avons démarché la communauté internationale, nous avions pris conseil avec beaucoup de gens. On n'a pas l'assentiment, on n'a pas l'accompagnement de quelqu'un ou autre chose, on n'a pas les conseils peut-être qui vont dans la même direction que nous pensons avec tout le monde, mais à 80%, que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur, les gens nous ont dit, aujourd'hui, c'est la meilleure des solutions qui puisse Et même au niveau des chancelleries, M. Maïga? Je ne le dirai pas, parce que ça, il faut aussi savoir Oui, faire. parce que ce que vous dites, ça prête un peu à confusion quand même. Quand vous dites presque à l'unanimité. Donc Non, il faut... je l'ai corrigé, j'ai dit unanimité, après, j'allais le dire, après j'ai dit à 80% à l'intérieur comme à l'extérieur. Vous voyez, ça c'est des choses, c'est juste pour rassurer les Maliens, que ceux qui ont pris cette décision ne sont pas contre le Mali. Comment s'appelle notre coalition? Notre coalition s'appelle la coalition contre la partition du Mali, Igda Mali Tetla, qu'on a initié parce que pendant que Ibeka est là, le projet de découpage territorial qui allait diviser le Mali a été enclenché. Et nous avions tout fait pour que ce projet reste dans les tiroirs. Donc nous aimons ce Mali.
Nous aimons ce Mali comme Africable aime le Mali et Africable aime sa télévision. Mais nous sommes convaincus que d'ici 2023, au rythme où les décisions sont en train d'être prises au niveau du conseil, du comité de suivi de l'accord, au niveau des décisions sur le plan international concernant le nord du Mali, et c'est que les gens de la CEMA sont en train de faire du nord du Mali, nous sommes convaincus que c'est l'abandon total du nord. Nous sommes convaincus que notre armée, avec Ibrahim Boubacar Keïta, ne va jamais retrouver la puissance de feu qu'il faut et la politique même de l'État. Regardez le cas, par exemple, de M. Tchéblin Dramé, le ministre des Affaires étrangères. La première fois où il est venu, même quand on a chanté l'hymne national devant lui et que quelqu'un a eu la maladresse de ne pas se mettre debout, il l'a rappelé à l'ordre. Mais aujourd'hui, vous entendez M. Tchéblin Dramé? C'est le système IBK, ce n'est pas lui, mais c'est le système IBK. Le Mali est vendu. D'accord. Et il va falloir que les Maliens se lèvent et se battent pour la refondation totale du Mali. Et ça ne peut pas se faire avec ceux qui sont à la base aujourd'hui et qui sont en train de gouverner de 2013 à aujourd'hui. Il faut une nouvelle graine de Maliens. Il faut des patriotes convaincus, une sensibilisation profonde, un changement de mentalité du Malien. C'est là où nous voulons arriver. C'est ce qui va nous permettre demain d'espérer qu'un franc dans l'économie malienne aura une tâche. Et c'est pourquoi nous avons déjà programmé dans l'après-IBK de commencer par des audits. 3 audits forcément, financiers et économiques, l'audit sur le système environnemental et l'audit sur tout ce qui est cadastre au Mali. C'est déjà dans le plan pour soutenir tout ça et avancer. Et en ce moment, les autres secteurs, ça va venir naturellement. D'accord. Et une transition qui était maximum pour 3 ans, c'est ce que nous prévoyons. Mais pas avec IBK. D'accord, merci M. Maïga. M. Dioua, un nouveau Mali, un Mali refondé avec ou sans IBK, mais est-ce que c'est possible avec IBK? Un Mali nouveau, un Mali refondé, c'est possible avec tous les Maliens, y compris IBK. Tout est une question de dialogue entre Maliens pour trouver la forme dans laquelle les choses sont possibles. Je n'exclus pas la possibilité d'un Mali nouveau sans IBK président, mais cela doit être décidé et appliqué dans un cadre qui ne remet pas en cause l'équilibre de la nation. Et je pense qu'à cette décision, lui-même est appelé à participer. Je n'exclus pas non plus un Mali nouveau avec IBK. Mais encore une fois, c'est lui aussi qui doit discuter avec le reste des Maliens. Mais le plus important, à mon avis, c'est que nous ayons tous, autant que nous sommes, l'amabilité d'accepter que les autres Maliens, qui ne sont pas nous individus, soient de bonne foi et soient capables de concourir à construire une solution collective qui satisfasse tout le monde. Parce que le Mali dont on a besoin, ce n'est pas un Mali qui sera construit dans la précipitation, comme en 92. En 92, dans la précipitation d'une transition militaire qu'on voulait voir rapidement arrêtée, on a créé une constitution qui porte en elle un cadeau empoisonné, un héritage empoisonné. Notre constitution, et je parle sous le contrôle du juriste qui est à ma gauche, crée les conditions pour biaiser le principe de la séparation des pouvoirs. Quelqu'un l'a rappelé ici, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est lui. Montesquieu nous a bien dit, à chaque fois que l'ensemble des pouvoirs sont entre les mains d'un seul homme, la tendance humaine naturelle voudrait l'amener à en abuser. C'est pourquoi à chaque force, il faut opposer. À chaque pouvoir, il faut un contre-pouvoir pour que la force arrête la force quand elle veut abuser de ses prérogatives. C'est pour cela que le pouvoir exécutif doit être fondé sur la légitimité du suffrage universel de l'ensemble du peuple pour disposer des biens publics et agir pour le bonheur de tous. Mais son action doit être encadrée par le travail du pouvoir législatif qui doit définir la normativité dans laquelle il agit, et un pouvoir judiciaire indépendant doit pouvoir trancher entre les deux et veiller à l'application correcte de la législation qui est faite. Mais qu'est-ce qui se passe dans notre Constitution? On dit que le président de la République est élu au suffrage universel direct, au scrutin uninominal et à la majorité absolue des voix. Mais on dit aussi que les députés sont élus de la même manière. Et cela nous amène dans un système où, dans une collectivité où il y a 6 députés, après les élections, celui qui a 39% des voix,
En fait, les 39% de la population votante de la collectivité n'a pas un seul représentant. C'est un système qui engendre l'exclusion des minorités politiques territoriales. Et cela facilite l'obtention de la majorité des sièges par le parti au pouvoir au sein du Parlement. La Constitution dit que le président nomme le Premier ministre et nomme les membres du gouvernement sur proposition du Premier ministre. Le Parlement ne participe pas. Donc, ça veut dire que le président de la République, président d'un parti, a le monopole de l'action exécutive. Or, vous êtes politique, vous le savez. Pour qu'un parti reste à jour, il a besoin d'avoir des cadres qui participent à la gouvernance du pays, pour maîtriser les dossiers, pour suivre l'évolution du pays, pour participer à l'exercice démocratique. Donc, ce qui fait que les partis qui n'ont pas les élections présidentielles, mais qui arrivent à glaner quelques députés autour, sont obligés de s'allier au président de la République pour lui donner une majorité absolue. Le président de la République, ayant la majorité absolue à l'Assemblée, choisit avec son parti celui qui va être le président de l'Assemblée nationale. Donc, en définitive. Donc, il a l'exécutif et le parlementaire. Mais sauf que les membres du pouvoir judiciaire, comme notre Constitution le dit, sont nommés de concert par le président et le président du Parlement. Donc, il a choisi quelqu'un dans son parti qui dirige le Parlement. Avec celui-ci, il désigne une partie des membres du pouvoir judiciaire. La Constitution récidive en disant que le président de la République est le chef suprême de la magistrature. L'exécutif, le législatif et le parlementaire et le judiciaire sont entre les mains du seul homme, du seul parti. Ça crée un cartel autour du pouvoir. Et cela est depuis 1992. C'est pourquoi les élections du 13 avril ont posé un problème. On est parti au 11 mai, ça a été contesté. 2012, on a eu le même problème quand Ibrahim Boubacar Keïta a été estimé vainqueur, mais on a annoncé la victoire de Amadou Toumani Touré. 2002, excusez-moi, 2002. Et puis ensuite, on a continué. Je veux dire qu'on a des problèmes de fond dans la constitution que nous avons. Tous les problèmes ne sont pas liés à l'individu, c'est lié aussi au système. Il y a d'autres questions de fond qui doivent aussi être traitées, qui ne sont pas que celles-là. Je pense qu'il est important que les Maliens se mettent ensemble. Toute humilité acceptée par toutes les parties pour que nous fassions une réflexion vraiment sans état d'âme sur le Mali et qu'on définisse ensemble le Mali qu'il nous faut. Une fois qu'on l'a, cette fois-ci, on peut mettre un mécanisme de veille pour que plus jamais les mêmes travers ne soient répétés. Ça fait trop longtemps qu'on commet les mêmes erreurs. Il est temps qu'on arrête. Merci beaucoup. Monsieur Diawara. Mesdames, Messieurs, c'était manifestation du 19 juin. Les lignes ont-elles bougé avec Monsieur Abdraman Diarra, président du mouvement des jeunes du parti URD, Dr Ali Kola Koïta, professeur de droit privé, enseignant-chercheur, Monsieur Abdelkader Maïga, président de la coalition contre la partition du Mali, Igda Malititla, et Monsieur Mamadou Diawara, sociologue. Alors, ce panel va mettre fin à cette édition spéciale manifestation du 19 juin. Mesdames, Messieurs, Africable, toujours à vos côtés, et c'est le lieu pour moi de remercier tous nos journalistes, tous nos techniciens, les caméramans, tous qui étaient sur le terrain depuis le boulevard de l'Indépendance, tous ici, chacun s'est mis à la tâche. Salutations à Oumar, Kofi, à M. Soumano, Arnaud, à Dikourou, à Bazamili, à Ramata, Superflic, à Abdullah. Je salue le rédacteur en chef Djibrila et le tout sous le grand contrôle de notre directeur d'information, M. Sekou Tangara. Mesdames, Messieurs, je suis toujours très heureux de vous présenter vos numéros, de vous présenter vos émissions. Nous nous donnons rendez-vous dimanche après-demain pour un autre débat, je crois encore au moins aussi houleux. Merci, passez une excellente soirée. Au revoir.